très particulière et la Chambre de commerce ne saurait ne pas être présente pour discuter avec vous, ses membres, et ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore membres, de ce que le gouvernement et la Banque centrale ont pris comme mesure pour permettre aux entreprises haïtiennes d'être un peu plus liquides et de passer, si possible, cette mauvaise passe. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Georges-Henri en le remerciant encore d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Merci, Georges. Merci. Je remercie la Chambre de commerce de m'avoir donné l'opportunité de communiquer aux personnes qui ont manifesté cet intérêt et de comprendre un peu mieux les mesures récentes qui ont été prises tant par la Banque centrale que par le ministère de l'économie et des finances. Et le monde traverse une situation, je dirais, sans précédent, puisque nous avons une pandémie qui a mis à genoux les économies les plus avancées. Et l'exemple des États-Unis, qui est notre principal partenaire commercial, qui a connu un nombre de décès impressionnant. Excusez-moi, n'oubliez pas de vous mettre sur mute, s'il vous plaît, si je ne peux pas le faire. Merci. Certaines sources, n'est-ce pas, indiquent que les États-Unis vont connaître une décroissance de leur PIB de à peu près 8%. Et ce matin, j'ai entendu d'autres sources qui parlent de 12% de décroissance du PIB. Un nombre impressionnant de chômeurs, près de 22 millions de sans-emploi. Et donc, ce qui annonce des jours réellement assez sombres. Et nous, en Haïti, nous n'avons pas été épargnés non plus. La pandémie nous frappe également. Bon, pas de la même manière, mais on constate que ça progresse, malheureusement. Et les prévisions qui ont été faites au niveau de notre économie et les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international parlent d'une décroissance de 4% du PIB. Pour ceux qui ne sont pas familiers au terme PIB, le PIB qui est le produit intérieur brut, c'est l'indicateur de croissance de l'activité économique. Donc, ce qui sous-entend un nombre d'emplois perdus et des charges assez lourdes, des ménages qui ne vont pas pouvoir faire face à leurs obligations et des entreprises qui vont enregistrer des baisses de production et des licenciements, qui ont déjà enregistré des baisses de production et des licenciements. Et face à cette situation, la Banque centrale, le ministère des Finances, pour, je dirais, limiter les dégâts, si on peut parler ainsi, alléger le fardeau sur les entreprises et également sur les particuliers, ont pris un certain nombre de mesures. Et peut-être parler des mesures de la Banque centrale. Et M. Payan, qui vient d'arriver, pourra élaborer sur les mesures du ministère des Finances en tant que fiscaliste. La première mesure qui a été prise, c'est le moratoire. Et le moratoire de 3 mois et qui a été donné pour tous les débiteurs du système. Mais on a pris soin aussi, et peut-être il y a beaucoup de débiteurs qui n'ont pas capté, et d'après ce que j'ai su cette remarque, on a pris soin de dire les débiteurs qui le souhaitent, parce que un moratoire fait décaler le calendrier de remboursement de 3 mois. Donc, il y a des débiteurs qui ont la capacité de faire face à leurs obligations financières. Donc, ils ne souhaitent pas ce moratoire qui
qui fait allonger la maturité du prêt. Donc, c'est pourquoi on avait pris soin de bien souligner que c'est selon l'assentiment du client. Il faut que le client le souhaite. Deuxième mesure qu'on a prise, c'est la mesure de restructuration des prêts. Et restructuration des prêts, il y a deux types de mesures dans cette restructuration de prêts. Il y a les prêts qui sont sains jusqu'au 31 mars 2020. Les prêts sains jusqu'au 31 mars 2020, donc les banques commerciales sont autorisées à ne pas constituer de provisions spécifiques sur ces prêts dans le cadre de la restructuration du prêt. Donc, restructuration du prêt aussi, je dois dire, ça signifie qu'on agit et sur la maturité du prêt et sur le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on négocie avec sa banque pour allonger la maturité et on négocie aussi le taux d'intérêt. Pour les prêts qui étaient sains jusqu'au 30 septembre 2019, les prêts sains jusqu'au 30 septembre 2019, et donc les banques commerciales sont autorisées à provisionner 5%, pas sur ces prêts. Parce que dans les règlements de la BRH, la provision sur les prêts ayant des difficultés, les prêts improductifs, c'est en général 50%. Donc, passer de 50 à 5%, je vois que c'est un soulagement, un allègement assez significatif. Les autres mesures prises par la Banque centrale, c'est pendant la période du moratoire, toujours, toutes les créances sont exonérées de frais de retard, y compris celles sur les cartes de crédit. Donc les débiteurs de cartes de crédit sont ciblés par cette mesure. Et mesure intéressante, c'est les réalisations de garanties sur les prêts hypothécaires sont suspendues. Donc, pendant cette période, la banque commerciale avec qui vous allez faire un prêt hypothécaire, vous avez obtenu un prêt hypothécaire, cette banque commerciale ne peut pas réaliser votre garantie. Et ensuite, autre mesure, c'est les transmissions des données au bureau d'information sur le crédit sont suspendues pour les mois de mars, d'avril, mai et juin. Vous savez que d'après les circulaires de la BRH, les banques sont obligées de transmettre au bureau d'information et de crédit la situation des prêts de tous les clients. Qu'il s'agisse de prêts performants, qu'il s'agit de prêts improductifs ou rien des difficultés. Donc, le bureau d'information et de crédit enregistre toutes ces données et contrairement à ce qui existait avant où chaque banque et les informations étaient cloisonnées sur chaque banque. Et actuellement, une banque qui accorde de crédit à quelqu'un ou à une entreprise peut s'informer auprès du bureau d'information et de crédit pour avoir, je dirais, l'état de la situation de ce demandeur de crédit. Est-ce un demandeur de crédit qui respecte ses obligations ou non? Et là, pour faciliter les demandeurs de crédit et pour que ces non-paiements ne constituent pas un handicap dans les prochaines demandes de crédit. Et donc, la Banque centrale a demandé aux banques commerciales de ne pas transmettre la situation de leurs débiteurs pour les mois de mars, d'avril et de mai, mars, avril, mai et juin, et au bureau d'information et du crédit. Et voilà en gros, je crois. Ensuite, nous avons aussi baissé
les taux de réserve obligatoires. En baissant le taux de réserve obligatoire, on baisse le coût des ressources pour les banques commerciales. Donc, à partir de ce moment, le coût des ressources étant baissé pour les banques commerciales, donc les banques commerciales sont en mesure d'offrir des prêts à des taux d'intérêt moins élevés qu'antérieurement à la mesure. Donc, c'était dans le but de cette taux d'intérêt. Et ensuite, la même chose, les taux directeurs de la BRH. Le taux directeur de la BRH, c'est le taux qui est accordé sur les bons et BRH de 90 jours. C'est ce qu'on appelle le taux directeur de la BRH. Et donc, ce taux, en général, les banques commerciales se réfèrent à ce taux pour octroyer du crédit à un taux X aux demandeurs de crédit. Donc, lorsque ce taux baisse, normalement, les taux sur les prêts aux clients doivent baisser également. Donc, c'est dans ce but qu'on avait pris la mesure de réduire les taux directeurs de la BRH. Ensuite, il y a d'autres mesures comme la renonciation des frais au virement bancaire. Donc, ça constitue, lorsqu'on fait un SPI, maintenant la BRH renonce à ses frais sur le SPI. Donc, normalement, lorsque vous faites un SPI vous-même et à partir du banque commercial, et ça devrait réduire, n'est-ce pas, les frais de SPI et pour vous également. Donc, la banque commerciale doit vous transmettre cet avantage de baisse de frais de virement interbancaire, ce qu'on appelle virement sur l'esprit. Bon, en gros, je crois que j'ai couvert un petit peu. Peut-être qu'il y a d'autres questions, je vais répondre aux questions. Mais là, je pense avoir couvert les principaux points des récentes mesures qui ont été prises par la BRH et dans le cadre de cette crise et de pandémie. Merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à M. Payan et nous prendrons les questions après. M. Payan, j'avais fait une brève introduction. Je vous laisse. La parole est à vous. C'est un plaisir pour moi de vous voir participer à ce webinaire. Je salue tout le monde. Vous avez demandé si vous pensez que c'était vous aviez demandé besoin d'une sage-femme dans le modèle. Nous avons rappelé différentes mesures fiscales prises par le ministère de l'Économie et des Finances de manière à diffuser les impacts stratégiques pour la mise en œuvre résultant du Covid-19. La mesure qui est prise par le Finance est de reporter jusqu'au 15 juin 2020 le délai de soumission et de paiement de l'impôt sur le revenu tant pour les personnes physiques que les personnes physiques qui avaient jusqu'au 31 janvier pour soumettre la déclaration définitive de l'impôt, eh bien, bénéficient d'une extension de délai jusqu'au 30 juin. Et quant aux entreprises qui ont 90 jours, si elles ont un actif total ou un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 25 millions de gouttes, elles ont normalement 10 jours avec la possibilité d'une extension de délai de 30 jours. Et quant aux entreprises ayant un chiffre d'affaires ou actif total dépassant les 25 millions de gouttes, qui sont sujettes à l'audit obligatoire, eh bien, elles ont 120 jours plus un 5e mois ou 90 jours additionnels et 30 jours additionnels pour soumettre l'état financier. Ça veut dire que l'entreprise qui a comme période financière 1er octobre au 30 septembre, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 25 millions de gouttes, astreinte
à l'audit obligatoire, indépendant obligatoire, eh bien, elle a 120 jours, soit 4 mois. Et dans l'impossibilité de le faire ces 4 mois, eh bien, l'entreprise peut solliciter un délai de 30 jours additionnels. Je dis cette entreprise-là, qui a la période financière d'octobre-septembre, elle a jusqu'au 31 janvier, 4 mois de délai normal, et elle peut avoir une extension de délai jusqu'au 28 février. Cette entreprise-là, eh bien, elle bénéficie d'une extension de délai jusqu'au 30 juin. Donc, lorsqu'on a en retard, eh bien, la DGI applique normalement une amende de 25 000 gourdes par mois aux fractions de mois de retard. Eh bien, l'avantage de cette mesure est de permettre aux entreprises de bénéficier, ce qu'on appelle, d'un dégrèvement de l'amende encourue. Donc, lorsqu'on encourt une amende, un retard, il y a des pénalités. Eh bien, il y a suspension, il y a dégrèvement de l'amende encourue, et ceci jusqu'au 30 juin. La seconde mesure, prise par le ministère des Finances, eh bien, elle consiste à annuler les amendes et pénalités jusqu'au 30 juin. Donc, la suspension des amendes et pénalités est une mesure d'une grande importance parce que l'une des caractéristiques de tout droit fiscal, c'est la répression. C'est la répression. Donc, lorsque l'on est en retard, eh bien, on encourt des pénalités. Donc, s'il y a suspension des amendes et pénalités, eh bien, il faudrait voir quels sont les contribuables qui peuvent bénéficier de cette disposition. Eh bien, je pense particulièrement aux contribuables qui sont en retard, aux contribuables qui n'ont pas de déclaration, aux contribuables qui veulent produire des déclarations rectificatives, parce qu'on parle quand même de suspension de la pénalité à amende, une mesure exceptionnelle. Je pense aussi aux contribuables qui veulent revoir leur déclaration, qu'il s'agisse de personnes physiques, qu'il s'agisse d'entreprises. Et la troisième mesure qui est prise par le ministère des Finances, c'est le fractionnement accordé aux entreprises ayant soumis leur rapport financier au début de janvier. Alors, cette disposition-là, après lecture, eh bien, elle ne concerne que les entreprises, je dirais que les PME. Et puisqu'on parle d'entreprises ayant soumis leur état financier au début de janvier, cela suppose que, eh bien, cette mesure-là est d'aucun effet. Parce que lorsqu'une entreprise soumet son état financier, s'il y a un supplément d'impôt à payer, le bordereau est immédiatement émis. Donc, cette mesure-là, elle n'est pas vraiment opportune, à mon sens. L'autre mesure qui est prise par le ministère des Finances et qui a tout son sens, c'est l'extension du quitus fiscal jusqu'au 30 juin 2020. Alors, il ne faut pas se méprendre, parce que ça ne veut pas dire pour autant que les entreprises qui sont astreintes au paiement des obligations mensuelles peuvent s'abstenir de ne pas remplir cette formalité-là. Alors, ça veut dire que, on voudrait vous dire très clairement que les entreprises doivent soumettre leurs déclarations mensuelles, notamment les retenues sur les salaires, les commissions, les overtime, les loyers, etc. Mais pour anticipataire ou quitus, lorsqu'elles doivent renouveler leur quitus durant cette période-là, eh bien, il est nécessaire que ces entreprises-là se rendent à la DGI pour que le quitus soit renouvelé. Maintenant, s'il y a un retard de paiement, la DGI certainement va exiger le paiement, et ceci en dégrèvement des pénalités et amendes encourues. L'autre mesure qui est tout aussi importante à mentionner, eh bien, il s'agit du report de l'exigibilité de la CFPB. Donc, légalement, on a jusqu'au 31 mars pour acquitter la CFPB, qu'on appelle communément impôt locatif. Eh bien, le ministère des Finances reporte l'exigibilité. Ça veut dire, si on ne paie pas la CFPB le 31 mars, eh bien, automatiquement, au 1er avril, les intérêts de retard commencent à courir. Cependant, de par cette mesure-là, eh bien, on a la possibilité de payer jusqu'au 30 juin, et ceci avec le dégrèvement des amendes et pénalités encourues.
En dernier lieu, le ministère a mentionné un point important concernant la taxe sur le chiffre d'affaires, la TCA. Eh bien, c'est clairement dit que ces mesures exceptionnelles ne concernent pas la taxe sur le chiffre d'affaires, qui est de 10% appliquée sur les biens et services, eh bien, valeur à collecter par les redevables, c'est-à-dire les professionnels, les commerçants, les industriels, etc. Donc, ça veut dire que ces mesures exceptionnelles ne concernent pas la TCA, la taxe sur le chiffre d'affaires. Les entreprises ont l'obligation de continuer à prélever sur leur vente les 10% exigés par la loi. Donc, ce sont ces mesures-là qui peuvent faire l'objet de discussions entre nous, d'échanges, et je suis prêt à répondre à vos commentaires, vos suggestions, etc. Merci. Merci beaucoup, M. Payan. Je vais juste organiser l'ordinateur pour que je puisse suivre vos questions sur le chat et que tout le monde puisse répondre au fur et à mesure. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, la première question, faudra-t-il de nouveaux bons à terme vu que le bon a une date de maturité? On parle de quel bon là? Il y a plusieurs types de bons. Il y a les bons BRH qui sont donnés, qui sont émis en faveur des banques commerciales. Ensuite, il y a les obligations BRH qui sont émises et à l'endroit des particuliers. Là, je voudrais savoir de quel bon. Et groupe HM qui a posé la question, vous pouvez, s'il vous plaît, donner Si plus. vous permettez, je pense que celui qui a posé la question parle des bons à terme pour les prêts qui sont octroyés par les banques commerciales, que ce soit aux particuliers, que ce soit aux entreprises. Est-ce que, vu les mesures qui ont été prises, est-ce qu'il faudrait que ces banques commerciales émettent de nouveaux bons à terme pour correspondre au moratoire en particulier? Il est évident que dans le cadre de structuration, il y aura de nouveaux bons. Mais dans le cadre du moratoire, est-ce qu'il faudrait que ces banques commerciales et autres institutions financières émettent des bons, de nouveaux bons à terme pour correspondre au moratoire? Oui, parce que le moratoire concerne toutes les opérations. Donc, le moratoire de 3 mois nous mène jusqu'à juin. Donc, à partir de juin, maintenant, le rééchelonnement recommence pour toutes ces opérations-là. Donc, le rééchelonnement, le calendrier reprend à partir de juillet, de juin et 3 mois, à partir de juillet. Le calendrier reprend à partir de juillet. C'est bien ça. Donc, il faudra signer d'autres bons. Oui, à mon avis, oui, il faudra signer d'autres bons. Puisque si le bon avait une échéance, je prenais les 3 mois et les obligations ne sont pas remplies pendant ces 3 mois. D'accord? Donc, le processus va reprendre à partir de juillet. Oui, juillet. Si vous permettez, j'aimerais préciser que le moratoire constitue une restructuration de fait. Donc, automatiquement qu'il y a restructuration de fait, les bons qui avaient été signés vont changer parce que disons que il vous restait 15 mois à payer et étant donné que vous avez 3 mois de moratoire, maintenant ces 15 mois vont être transférés à partir du 1er juillet. Donc, le moratoire ne concerne uniquement que le principal.
pas les intérêts. Durant Pas les 3 mois de moratoire, il faut continuer à payer les intérêts. les- Donc, il faudra recalculer en fonction de ce moratoire et avoir de nouveaux bons émis. Et ces bons devront être signés par ceux qui ont demandé ce moratoire. Parce que je vous rappelle qu'il faut demander le moratoire. demander le moratoire. C'est ça qu'on n'a pas compris. Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et entre les banques et leurs clients, il y a beaucoup de clients qui avaient compris que c'était automatique le moratoire. Le moratoire n'est pas automatique. Le client doit solliciter le moratoire pour l'obtenir. Et à partir de ce moment, la maturité augmente de 3 mois, 3 mois supplémentaires. D'accord. On peut passer à la prochaine question. Si je comprends bien, il n'y a pas de moratoire pour la TCA. Si on ne paie pas dans les délais prévus, on risque d'encourir les intérêts. C'est bien le cas, c'est clairement dit par le ministère, à savoir que les mesures exceptionnelles de suspension des pénalités et amendes, alors il y a sans doute une contradiction. On a dit que toutes les pénalités et amendes sont suspendues, à l'exception de la TCA. Parce que ce qu'il y a, pour la TCA, l'entreprise ou le professionnel joue le rôle de collecteur d'impôts et il appartient à l'entreprise d'effectuer le reversement dans le délai imparti. Cela sous-entend que le 15 du mois qui suit la collection, eh bien, il faut que l'entreprise accomplisse les formalités de reversement de la TCA. Sinon, les pénalités seront appliquées. Prochaine question. De combien le taux directeur de la BRH a-t-il baissé? Quel était le taux avant et quel est le taux maintenant? Le taux directeur maintenant est 10%. Avant, le taux était 16%. Ce qu'on considère comme taux directeur. Et dans la pratique, c'est le taux des bons à 81 jours. Donc, on appelle ça, nous, c'est le taux directeur et c'est ce taux auquel les banques commerciales se réfèrent pour calculer les taux et les taux créditeurs, les taux débiteurs, je dirais, sur les prêts des clients. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions à l'écrit. Quelles sont les mesures concrètes qui seront prises par la BRH pour une relance économique en bonne et due forme après la crise? Là, la réflexion est en cours. Et d'abord, premièrement, la BRH n'est pas la seule institution à pouvoir prendre des mesures pour relancer l'économie après la crise. Et c'est une décision politique. Maintenant, la BRH a déjà commencé ses réflexions et effectivement sur les mesures à prendre, les dispositions à prendre et pour participer à la relance, parce que j'ai dit participer à la relance de l'économie après la crise. Donc bientôt, on va sortir les mesures, et pas bientôt, on attend le timing qu'il faut pour sortir les mesures qui vont concourir à la relance et de l'économie, mais conjointement avec d'autres secteurs, le ministère des Finances, le ministère du Commerce et autres. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. On a changé de gouverneur à la BRH. Non, Non, du tout. non, du tout. Du tout. Non, Non, c'est le vice-gouverneur. Non, il y avait eu un changement au niveau du conseil d'administration. C'est ça. Mais non, gouverneur et vice-gouverneur restent les mêmes. Restent les mêmes. Donc, les autres questions, allez-y.
Vous pouvez les poser oralement ou bien vous pouvez les écrire sur le chat, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez d'autres petites précisions quand même peut-être à faire en attendant qu'il y ait d'autres questions? Mais je m'attendais à avoir des questions sur l'imposition des masques, puisque plusieurs opérateurs de bonne foi se lancent dans la fabrication de masques et sans savoir que la commercialisation des masques donne naissance à la TCA aussi. Donc c'est pourquoi j'ai personnellement adressé une correspondance au ministère des Finances, je l'ai déposé hier à son secrétariat, de manière à ce que le ministère des Finances se prononce clairement sur les modalités d'imposition des masques et autres produits sanitaires nécessaires. C'est pour un tout particulier. On parle de hand sanitizer. Par exemple, vous avez remarqué que le ministère du Commerce a suspendu toutes les possibilités d'exportation des masques, des hand sanitizer. Je veux dire, on cherche à satisfaire la demande locale. Il serait de bon ton que le ministère des Finances se prononce et éventuellement alléger les modalités d'imposition à la fois des masques et des produits sanitaires nécessaires à la lutte contre le Covid-19. Donc ça, c'est une question qui intéresse, je pense, certains opérateurs et aussi le grand public, le consommateur. Parce que le fait, par exemple, de ne pas relever ce produit de TCA, ça voudrait dire qu'il y a 10% moins ce qui pourrait affecter le prix au consommateur final. Vu la situation du marché d'échange, pourquoi n'a-t-on pas modifié le taux de réserve obligatoire en US ou encore le taux de constitution des réserves en gourde? Le taux de constitution des réserves, le taux de réserve obligatoire a été modifié pour aussi bien les passifs en gourde que les passifs en dollars. Parce que les passifs en gourde, parce que les dépôts en gourde, le taux est passé de 45% à 40%, ce qui permet aux banques commerciales de libérer des gourdes. Parce que le taux de réserve obligatoire est un prélèvement d'une partie des dépôts des clients qui est déposé à la Banque centrale. Donc, lorsqu'on baisse le taux de réserve obligatoire, on le fait passer de 45% à 40%, on libère de la liquidité sur le marché. Donc, on donne plus d'opportunités, de ressources aux banques commerciales pour faire des prêts ou toute autre opération.